Bonjour. Comme promis dans la vidéo précédente, nous allons maintenant continuer à démontrer l'utilisation du STM32 HAL à travers un exemple pratique. Nous étions sur le point de créer un programme de clignotement de LED qui fonctionnerait sur la carte de développement Nucleo F446ZE que nous avons devant nous. Nous avons connecté la LED entre la broche PD7 du microcontrôleur et la masse via une résistance d'1 kΩ. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas encore bien la signification du terme PD7. Le périphérique GPIO du microcontrôleur sera expliqué en détail dans les chapitres suivants. Pour l'instant, il suffit de savoir que lorsque la broche PD7 est placée à l'état haut logique, la LED s'allume, mais lorsqu'elle est à l'état bas logique, elle ne s'allume pas. Commençons notre application de clignotement de LED. Créer un nouveau projet STM32 dans l'environnement de développement. Dans l'onglet de sélection du MCU, recherchez notre microcontrôleur. Il y a un STM32F446ZE6 sur notre carte de développement, donc sélectionnez-le. Disons que le nom du projet est lecture 5. Ensuite, le fichier IOC du projet s'ouvrira automatiquement. Vous verrez donc l'interface Cube MX que nous avons décrite dans le chapitre précédent. En utilisant cette interface de configuration, nous pouvons générer le code qui utilise la bibliothèque SHAL. Dans la suite, nous allons voir comment configurer la broche GPIO pour la LED à l'aide de l'interface de configuration, comment notre environnement de développement génère le code en conséquence et comment utiliser la bibliothèque HAL. Trouvez la broche PD7 dans l'interface de configuration. Cette broche est connectée à la LED1 sur la carte de développement. En cliquant sur la broche, nous pouvons définir la fonction que nous souhaitons lui attribuer. Nous aurons besoin de la broche en tant que sortie GPIO. GPIO est l'abréviation de General Purpose Input Output, entrée-sortie à usage général, ce qui sera abordé plus en détail au chapitre 7. Dans la section de gauche, sous l'onglet GPIO du noyau système, nous pouvons configurer la broche. Attribuons à la broche le nom HMI LED1 en utilisant le paramètre useLabel. Pour programmer votre panneau, nous devons d'abord configurer l'interface de programmation. Cela peut se faire dans le noyau système, sous l'onglet Sys. Dans le menu déroulant de débogage, sélectionnez Serial Wire. Dans la vue d'affectation des broches, vous verrez que Cube MX a déjà configuré les broches PA13 et PA14 nécessaires. Nous verrons en détail comment configurer les paramètres de débogage dans le prochain chapitre. Enregistrez votre projet. Après l'enregistrement, une fenêtre s'affiche généralement et l'environnement de développement demande s'il doit générer le code. Comme c'est ce que nous souhaitons faire, nous sélectionnons l'option « Oui ». Si cette petite fenêtre ne s'affiche pas, vous pouvez utiliser la petite icône en forme d'engrenage pour générer le code. Après la génération du code, examinons notre code initial. Dans l'explorateur de projet, localisez le fichier main.cc. La fonction main sera le point d'entrée du programme. Cette fonction sera appelée lorsque nous démarrerons notre programme. Voyons ce qui se passera lorsque le programme s'exécutera. Tout d'abord, nous appelons la fonction ALINIT, qui initialise le microcontrôleur. Elle doit toujours s'exécuter en premier au début de la fonction main. Elle réinitialise par exemple le registre de configuration de réinitialisation et d'horloge. Ensuite, la fonction systemClockPurPurConfig s'exécute, ce qui configure l'horloge du système. À l'intérieur, elle utilise également des fonctions HL. Le corps de cette fonction est généré en fonction de la configuration de l'horloge dans Cube MX, c'est-à-dire des paramètres de configuration de l'horloge. Enfin, la fonction mxGPIOInit est appelée, ce qui configure le GPIO. Elle a été créée parce que, dans l'interface Cube MX, la broche PD7 est définie comme une sortie GPIO, il est donc nécessaire d'initialiser la périphérie GPIO.
Si vous regardez bien, vous pouvez voir que les fonctions générées par l'interface de configuration ne font rien d'autre qu'appeler certaines fonctions HL en fonction des données définies dans l'interface de configuration. Regardons de plus près ce qui se passe dans la fonction mxgpio init. Faites un contrôle-clic gauche pour voir le corps de la fonction. Au début, une structure vide est créée qui stockera ensuite les paramètres de la broche LED1. Le type de la structure est GPIO init typedef, qui ne comporte pas shell dans son nom. Mais si vous regardez la définition de la structure, vous pouvez voir qu'elle se trouve également dans l'un des fichiers shell. Cette structure contient des variables pour l'initialisation du GPIO qui sont toutes de type uint32vt, c'est-à-dire un entier sur 32 bits. Dans la fonction mxgpio-init, chaque valeur de la structure est définie puis transmise à la fonction d'initialisation. Les valeurs ne sont pas définies par des chiffres, mais elles sont définies à l'aide de la directive #define. La HAL et le générateur de code créent ces defines pour nous, donc nous n'avons pas besoin de connaître les valeurs numériquement et ils effectuent également l'affectation des valeurs à notre place. Dans la fonction mxgpio-init, après la création de la structure, un certain nombre de fonctions HAL similaires sont appelées pour activer l'horloge des différents ports GPIO. La fonction définit ensuite l'état de la broche LED une à un état initial de réinitialisation du GPIO, puis initialise la broche en utilisant la structure initialement vide et la fonction HLGPIO correspondante. Regardons de plus près la fonction shallGPIO-WritePin. La fonction a trois paramètres d'entrée, port, broche et état. La fonction est appelée avec les paramètres de port et de broche de notre LED1, car nous voulons définir son état. Rappelez-vous que cette méthode est appelée depuis mxgpio init, qui initialise, donc ici nous donnons l'état initial de la broche. Jetons un œil à la fonction shallGPIO-WritePin. Pour faire cela à nouveau, vous pouvez cliquer sur la fonction tout en maintenant la touche CTRL du clavier enfoncée. Vous pouvez voir que la fonction est implémentée dans le fichier stm32f4x6hal GPIOC. C'est le fichier GPIO de la bibliothèque HAL qui est utilisé pour définir une broche particulière d'un port à un certain état. Les broches GPIO peuvent être définies sur l'un des deux états suivants. GPIO pan reset, c'est-à-dire l'état éteint, ou GPIO pan set, c'est-à-dire l'état allumé. Tout d'abord, la fonction vérifie si le port GPIO d'entrée et la broche GPIO existent. Ensuite vient la partie importante. Elle définit la valeur du registre BSRR pour la carte spécifiée en fonction de l'état de la broche, qui est le paramètre de la fonction appelée. Si vous passez la souris sur le mot BSRR, vous pouvez voir la description du registre. Il est indiqué qu'il s'agit du registre de configuration du port GPIO. Cela nous amène au point principal de ce qu'est la bibliothèque HAL. Nous pourrions écrire la même fonction nous-mêmes, mais il nous faudrait savoir exactement comment configurer les registres. Cela peut s'apprendre, mais pour des programmes plus complexes, il y a de nombreux registres à configurer. Il est important de connaître le bon ordre, et les registres ne sont pas les mêmes selon les microcontrôleurs. Heureusement, la bibliothèque HAL effectue ces réglages pour nous en appelant ces fonctions avec les paramètres appropriés, qui sont bien plus faciles à spécifier que les registres. Revenons à la fin de la fonction mxgpio-init dans main.c et voyons ce que fait la fonction HALGPIO-init. Si vous faites défiler vers le bas, vous pouvez voir qu'il s'agit d'une méthode vraiment longue avec un code assez complexe. Il y a de nombreuses opérations sur les bits pour configurer différents registres. Vous pouvez constater à quel point la configuration des registres peut être compliquée, alors même que nous parlons du périphérique le plus simple, le GPIO. Nous en sommes arrivés au point où nous écrivons le cœur de notre application de clignotement de LED.
Elle se composera de seulement 2 lignes, au cours desquelles nous appellerons 2 fonctions, l'une pour changer l'état de la LED et l'autre pour attendre. Revenons à main C et à l'intérieur de la fonction main. Nous avons passé en revue les fonctions que nous avons utilisées pour initialiser notre carte de développement, puis nous avons une large boucle dans le code. Celle-ci a un paramètre égal à 1, ce qui signifie que la condition de la boucle est toujours vraie. Donc, notre outil exécutera continuellement le code dans la boucle de façon répétée. Cela nous convient, car nous voulons que la LED continue de clignoter, mais nous pourrions sans problème réécrire la condition si nécessaire. Dans la large boucle, au-dessus du commentaire usercode and while, appelez la fonction shall GPIO toggle pin avec les paramètres HMI LED1 GPIO port et HMI LED1 pin, puis appelez la fonction shall delay avec le paramètre 500. Il est important de noter que si vous placez votre code après un usercode end ou avant un usercode begin, vous perdrez le code que vous avez saisi lorsque vous le régénérerez si vous effectuez des modifications dans l'interface de configuration. La fonction HLGPIO toggle pin inverse l'état actuel de la broche spécifiée du microcontrôleur, ce qui permet de basculer son niveau logique. Si vous examinez la fonction, vous pouvez voir qu'elle fonctionne de manière très similaire à la fonction shall GPIO write pin. En utilisant la fonction shall delay, vous pouvez attendre pendant une durée déterminée. Vous devez spécifier son paramètre en millisecondes, donc la valeur 500 correspond à une demi-seconde. Cela termine notre application de clignotement de LED, du moins en théorie. Maintenant, j'aimerais demander à Zolan de compiler et d'exécuter le code sur notre carte de développement, car ce serait bien de voir en vrai si cette LED clignote. C'est exact. Il est crucial de s'assurer que vous ne branchez pas accidentellement le câble sur le mauvais port USB. C'est un bon point à souligner ici, car la Nucleo possède 2 ports USB, l'un pour la programmation, et nous vous donnerons un peu plus d'informations sur le fonctionnement de l'autre plus tard. Nous n'en avons pas besoin pour l'instant. Peut-être vaut-il la peine de noter que la vie est belle lorsque cette LED rouge est allumée, car cela signifie que le programmateur communique avec notre ordinateur et c'est ce dont nous devrions nous réjouir. C'est le cas maintenant, donc nous pouvons continuer. Oui, nous avons résolu ce petit problème. Maintenant, je peux effectivement exécuter le code dans un instant. Je vois que le programme fonctionne, la LED clignote. Oui, c'est le cas, et la LED est censée commencer à clignoter d'ici peu. C'est exact, vous pouvez voir que la petite LED rouge clignote ici, donc notre programme fonctionne correctement. Je dois dire que nous sommes vraiment malins. Sur cette base, nous pouvons utiliser correctement le HAL pour faire clignoter la LED. Dans le programme du chapitre 4, nous voyons un code beaucoup plus complexe. Pourtant, les deux programmes semblent avoir implémenté le même clignotement de LED. Maintenant, comparons les deux logiciels. Commençons par ouvrir notre code d'exemple du chapitre 4. Vous pouvez voir que la différence importante dans la fonction principale est qu'avant la boucle EGIN, nous créons d'abord de nombreux pointeurs qui pointent vers différents registres. Ensuite, nous attribuons une valeur au registre. Cette figure compare, pour ce chapitre, quelle affectation de valeur est réalisée par quelle fonction shall. Ici, nous pouvons voir 2 fonctions qui n'ont pas été mentionnées auparavant. L'une d'elles est la fonction HAL GPIO readPin et l'autre est la fonction HAL GPIO lockPin, qui ne sont pas nécessaires pour le moment ni dans le chapitre précédent, mais qui sont incluses uniquement pour être exhaustifs. Il est également intéressant de noter, pour comparer les deux applications, à quel point les 2 lignes dans la boucle IC sont bien plus lisibles et compréhensibles dans ce chapitre, même si elles font la même chose dans les 2 cas. Les noms des fonctions HAL indiquent clairement, dès le premier coup d'œil, ce que fait la fonction. Après avoir comparé les codes, j'aimerais attirer l'attention sur un concept important qui a été mentionné au début de ce chapitre, à savoir la portabilité. Le tableau montre clairement que sans la HAL, nous devons gérer des registres spécifiques qui peuvent avoir des adresses ou des fonctions différentes selon les types de microcontrôleurs.
Lorsque l'on utilise la bibliothèque HAL, cela est pris en charge, de sorte que le code que nous écrivons peut être réutilisé sur un autre appareil, il est donc portable. Par exemple, nous avons un microcontrôleur STM32F446ZE sur notre carte de développement, mais si nous le souhaitons, nous pouvons le remplacer par un STM32R723. Bien sûr, il existe quelques limites aux affirmations ci-dessus. Il peut y avoir des difficultés de compatibilité avec différents périphériques et brochages. Dans notre programme, qui est décrit dans ce chapitre, nous nous sommes seulement occupés de la configuration d'une seule broche GPIO. Dans de nombreux cas, les fonctions HAL couvrent des opérations bien plus complexes et dans des situations plus compliquées, elles simplifient également grandement la programmation du microcontrôleur. Prenons par exemple le protocole de communication I2C que nous verrons dans le 8e chapitre plus tard, qui est très utile pour communiquer avec différents capteurs. Ce protocole précise en détail quels bits doivent être envoyés séquentiellement par quel appareil et dans quel registre ils doivent être stockés afin que le microcontrôleur et les capteurs puissent échanger correctement des informations. Ce protocole est entièrement implémenté dans la bibliothèque SHAL, ce qui nous permet désormais de communiquer avec un capteur en utilisant les trois fonctions suivantes MXI2C1 init, SHAL I2C master transmis et SHAL I2C master receive. Ceci n'est qu'un exemple. La bibliothèque HAL implémente de nombreux autres protocoles de communication, par exemple UART ou SPI, que nous utiliserons plus tard. De plus, il existe de nombreux autres périphériques pour lesquels des fonctions HAL sont disponibles. Minuterie, gestion de cartes SD, convertisseurs analogiques numériques et numériques analogiques intégrés. Sans la bibliothèque SHAL, il faudrait beaucoup plus de temps pour créer n'importe quel programme sur la carte de développement. Merci de nous avoir rejoints pour le chapitre SHAL du programme. J'espère que nous avons réussi à vous montrer les avantages de l'utilisation de HAL à travers ce simple exemple de clignotement de LED. Nous avons préparé une vidéo supplémentaire pour vous. Nous allons vous montrer comment convertir un projet existant vers un autre microcontrôleur en quelques clics en utilisant les fonctions SHAL. Restez avec nous. À bientôt! À bientôt.